Alors, pour la petite histoire, moi j'ai fait 8 ans d'études cinématographiques. Je me suis spécialisé sur les Monty Python, le non-sens et l'absurde, les comiques dans les crises, et finalement, j'ai basculé dans l'IT. Et là, je me retrouve à parler dans la salle Henri Langlois à la Cinémathèque française. Je trouve ça assez comique, pour le coup. Voilà, c'était ma petite histoire. Qu'est-ce que je vais essayer d'évoquer là, d'avoir une conversation avec vous. J'ai failli l'appeler ce matin boîte à outils pour le traînard qui veut accélérer sur le produit éco-responsable, régénératif, si je veux reprendre le terme évoqué ce matin par Christophe Simpels. Donc on pourrait dire que le traînard, c'est moi, angoissé, achat compulsif. J'achète 4 fois la même chose pour être sûr de l'avoir, par exemple. Okay. Plein de réserves. Les réserves de sucre, c'est moi. Okay. Et là, maintenant, on est confronté à quelque chose de complètement nouveau qui arrive, en tout cas, pour ceux qui ne sont pas des traînards depuis longtemps, pour celui qui est un traînard depuis pas si longtemps que ça, bon, pas non plus, pas depuis hier, mais depuis pas si longtemps que ça. Donc, ce que je vous propose en conversation, c'est qu'est-ce que je me pose comme question sur le produit pour bien l'aborder, et quels sont les chemins dans ma tête, quels sont les outils sur lesquels je veux m'appuyer pour réussir à aborder cette question de produits soutenables, produits durables, produits pour réparer tout ce qu'on a cassé ces dernières années. Et qu'est-ce qu'on devrait se poser comme question? Pour faire ça, je commence d'abord toujours par regarder derrière, avant de regarder devant. Et qu'est-ce que je veux dire par là? J'essaye d'abord de me dire, les 20 dernières années, qu'est-ce qui ont été très importantes pour le produit? Est-ce que je peux me baser dessus pour projeter la suite ou pas? Pas tant que ça, on verra. Mais c'est important de voir un peu les différences de sujets, peut-être, ou de voir un peu le panel. En gros, je n'ai pas velléité à vous dire c'est la vérité, c'est comme ça qu'il faut faire. Je vous donne juste une image à l'instant T de ce qui se passe dans ma tête là-dessus. Donc moi, si je veux résumer les... Ah oui, j'ai rajouté ça suite à ce matin. Pas de souci. Alors, pas de souci d'être un traînard. Vous avez entendu Marty Kagan ce matin. 3 mois pour avoir acquis une compétence. L'important, c'est de se mettre dans le mouvement, on va dire. Donc moi, si je regarde les 20 dernières années, je note 3 choses sur le produit. La première, c'est cette notion de disruption. Alors, ne me tombez pas dessus, les fanatiques. Ça, c'est la disruption. Ça, c'est de l'innovation. Non, ce que je veux dire, grosso modo, c'est la capacité de changement brutal sur un marché qui peut arriver sur le plan concurrentiel. Je vais pas faire on va pas passer des heures là-dessus. C'est juste pour qu'on se donne un panorama. Le bouquin qui fait référence, qui est d'ailleurs assez chiant à lire au passage, il s'appelle le dilemme de l'innovateur. Et donc le dilemme de l'innovateur, là vous avez une courbe de produits classiques. J'ai ma version, j'ai ma deuxième version. Au milieu de ma version en cours, il faut que je pense aux nouvelles fonctionnalités de la suivante. Bon, ok. Et lui, il dit, attention, toutes les entreprises qui ne se mettent pas à penser complètement à côté se mettent en danger. Okay. Pour moi, c'est des évidences. Enfin, pour moi, c'est pas de l'arrogance, quoi que ce soit. Ce que je veux dire, c'est que c'est une évidence. J'espère que tout le monde se pose la question, à partir du moment où vous avez dépassé la start-up, d'anticiper quelque chose de complètement innovant, de complètement disruptif par rapport à ce que vous faites actuellement. C'est vraiment un apprentissage qu'on a eu les 20 dernières années. Disons qu'il y a eu un grand changement à la fin des années 90. C'est là où on s'est vraiment pris ce monde complexe un peu dans la figure, et donc là, lui remplace lui, tiens, il y a ça qui devient comme ça, etc. etc. Donc une chose que je retiens dans les 20 dernières années dans le produit, c'est on doit préparer des changements drastiques sur nos marchés, si on est sérieux. Bon. Ceci dit, ça pourrait déjà être un premier enseignement pour toutes ces questions de sustainable, régénératif ou autre, qui les prépare, qui ne les prépare pas. Et comme il y a Marty Kagan dans le coin, je ne sais plus exactement ce que c'est en anglais la citation, mais dans Unpowered, un de ses bouquins, il insiste sur quelque chose qui me paraît très important. Dans les 20 dernières années, quasi toute disruption était technologique. La puissance de... Je vous le redis derrière disruption, parce qu'il y a des gens qui vont me dire Uber n'est pas de la disruption, Uber c'est la même idée qui est exploitée différemment. J'englobe tout ça, moi, dans ma conversation. Il y a un curseur entre... juste rajouter une fonctionnalité et complètement disrupter le marché d'une façon radicalement différente. Bon, c'est pas grave, moi, tout ce qui est un peu
Tout ce qui est un peu nouveau, tout ce qui peut permettre de renverser le marché, ça m'intéresse. Et donc, une chose importante dite par Marty Kagan, écrite par Marty Kagan, c'est il n'y a pas de disruption aujourd'hui sans technologie. Et il utilise des exemples qui est... les head-off viennent le voir et lui disent « Mais moi, je m'en fous de la technologie, je suis un pharmacologue ou je suis un je sais pas quoi. » Il dit « D'accord, moi, qui est une entreprise technologique, je vais commencer à penser comment technologiquement je peux attaquer votre marché et vous allez voir si je ne vais pas vous retourner votre marché. » Donc je retiens ça, moi, des 20 dernières années. Un premier point, c'est ça, c'est il faut à tout prix être je ne sais pas si c'est français, un très bon technologiste. Il faut à tout prix se poser des questions de comment tout d'un coup les choses peuvent changer radicalement. La deuxième chose que je retiens, c'est l'économie de l'expérience. Pareil, c'est un article, le bouquin de Christensen, c'est 97, je pense. Ça, c'est un article de James Gilmour et un autre gars dont j'ai oublié le nom, qui a commencé comme ça et qui a sorti un truc sur qu'est-ce que c'est que le produit expérientiel. C'est très simple, je vous l'explique. Pareil, 97, 98, et on le vit pendant 20 ans. Qu'est-ce que c'est? C'est avant, quand on faisait les gâteaux, le produit, c'était d'aller acheter la farine et les œufs. Après, on allait acheter les gâteaux à la pâtisserie. Après, on se faisait livrer les gâteaux. Donc, il y a une question d'abord, il y a une question de produit. Quel produit physique j'achète? Il y avait une question de service. Je me ferais livrer le gâteau pour les anniversaires de nos enfants. Et puis après, on paye un événement dans un lieu dédié avec un clown, avec quelqu'un qui organise les bonbons, avec quelqu'un qui organise tout. Il y a tout l'événement, toute l'expérience qui se passe autour. Et finalement, le gâteau en lui-même, qui était le produit au départ, on s'en fout un peu. Qu'est-ce qu'on se rend compte? De quoi on se rend compte avec ça? C'est qu'il y a une relation beaucoup, beaucoup plus forte avec l'utilisateur, l'acheteur en l'occurrence. Et en plus, on peut vendre ça beaucoup plus cher. Et puis après, on rentre dans des notions de « je suis le produit que j'achète, donc qu'est-ce que je suis prêt à acheter ?» Donc toutes les boîtes essayent actuellement de générer une expérience pour que vous ayez une relation beaucoup plus forte avec elle et pour que vous soyez prêt à mettre beaucoup plus d'argent. Donc ça, c'est un autre truc assez important des 20 dernières années. Juste un exemple, ça fait partie de ces articles, ça se trouve en ligne. Vous tapez « Welcome to the Experience Economy », vous avez l'article sur HBR, et puis après, vous avez le bouquin, si vous voulez, derrière. Il faut le lire verticalement. D'abord, on avait les biens, puis les services, puis l'expérience. Donc l'expérience, elle est personnelle, mémorable, etc. Voilà ce qu'on va rechercher. Okay, et vous essayez de vous dire, tiens, donc si je suis un product manager, aujourd'hui, on ne dit plus PO. Hein. Vous avez tous, on a un script à vous proposer pour changer PO vers PM dans LinkedIn, si vous voulez. On a fait ça entre midi et 2. Bon. Donc si je suis un PM, je m'interroge sur la disruption. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Comment est-ce que je peux complètement penser les choses différemment avec ce que j'ai sous le coude? Comment est-ce que je peux casser cette zone de confort ou cette zone de redondance que j'optimise régulièrement, complètement penser à côté. Et deuxièmement, comment est-ce que je génère une expérience avec mes utilisateurs? Parce que je vais les capturer plus, parce qu'ils vont être plus prêts à payer. Et il y a un autre petit schéma qui est sympa sur l'expérience. Il fait 4 types d'expériences. Donc quand c'est en participation passive et je prends du contenu, c'est de l'entertainment. Quand je suis complètement immergé, bon, ça peut pas mal vous aider, ça. Et comme il y a beaucoup de conversations actuellement sur mon entreprise, c'est un produit, comment je traite mon entreprise comme un produit, qu'est-ce que je disrupte au niveau de l'entreprise? Qu'est-ce que j'ai qui est à côté de nos habitudes complètement? Qu'est-ce que je teste? Et puis, quelle expérience je vais vivre à mes collaborateurs, à mes employés? Je ne sais pas comment appeler ça. Okay, et est-ce que je veux une expérience idéalement, il y en a plein. Okay. Bon, là, je vais aller vite parce que je pense que c'est dans la tête de tout le monde, mais on pourrait dire aussi que dans ces 20 dernières années, ce qui a été très important, c'est cette capacité à délivrer des petites choses qui portent du sens en elles-mêmes. Ça nous permet de les prioriser par valeur, de les mettre sur le marché, de voir comment ça réagit, d'adapter, de recommencer, hop, de refabriquer, de redélivrer, qui finalement est la promesse de l'agilité. Okay. Donc, trois choses. Je ne sais pas quel serait votre résumé sur le product management, mais 3 choses pour résumer le product management, pour moi, ces 20 dernières années, cette fameuse approche agile. Alors,
j'ai retrouvé cette vieille pochette d'un vieux chanteur de rock de 1993. Je me suis dit, ah, quand même, en 1993, il avait sorti ça. Déjà, c'est pas mal, c'est bien vu. Et maintenant, on est tous confrontés à une question qui est quand même devenue, je sais pas, j'ai l'impression que depuis ce printemps, elle est dans la tête de tout le monde. Tout ce qui a été évoqué ce matin par Christophe Samples. Qui est-ce qui a vu Christophe Samples ce matin? Il n'y avait pas assez de monde, je trouve. Ah, il y a du monde quand même. Okay. Tout ce qui a été évoqué ce matin par Christophe Samples, qu'est-ce qu'on fait sur le soutenable, le durable, voire le régénératif? Et donc, nous, question produit, qu'est-ce que l'on fait? Comment est-ce qu'on se met à réfléchir? Vers quoi on va? Bon. Donc, quand je converse... Ah oui. Tout à l'heure, je lui ai posé la question, la première de ces mauvaises conceptions autour du produit, c'était ne vendez pas un produit, n'essayez pas de faire un produit qui résout des nouveaux problèmes. Faites un produit. Alors ce sustainable, je lui pose la question il y a 1 heure, là, ce sustainable et ce regenerative design, c'est quand même un truc nouveau, donc en fait on est fou. Ça sert à rien d'essayer d'y répondre malgré tout, c'est nouveau. Il me dit non, Pablo, en fait tu te plantes. Ne le lis pas comme ça. Lis le sustainable et le design régénératif, on va en parler après un peu plus qu'on met derrière ces mots, comme, si vous voulez, en gros une définition de fini, ou le cadre dans lequel tu travailles. Tu le mets pas comme cible, c'est une condition, c'est une contrainte. Okay. Important de l'avoir comme ça en tête. On ne va pas fabriquer des produits... on va fabriquer des produits soutenables, mais la cible, c'est jamais la sustainability, il y a une cible. Et il se trouve qu'on le fait de façon soutenable. Alors, moi j'ai 2 très bonnes nouvelles. Je suis plutôt un angoissé optimiste. J'ai 2 très bonnes nouvelles. La première, c'est que, au-delà du fait de ce que disait Marty Kagan ce matin, en disant en 3 heures finalement... Vous êtes d'accord avec ça? Quand il dit en 3 heures, on acquiert une compétence qui nous permet d'assez aborder un domaine. Levez le bras, ceux qui sont d'accord. Oui, pardon. Déjà, c'est bien. 3 mois. Ouais, moi, je suis assez d'accord. Hein, je ne vous piège pas. Hein, OK. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est... dans ma tentative d'accélération, on m'a conseillé, je pense que c'est Alexis là-haut, qui m'a conseillé d'aller suivre un MOOC chez EDX, que je vous conseille aussi, qui est très bien, sur le design régénératif, et qui recommence sa 2e saison en janvier. Et donc, il y avait plein de gens très intéressants qui parlaient, que je vais reciter après. Et il y a 50% des trucs qui m'ont rassuré, c'est que c'est de la pensée systémique, c'est de l'émergence, c'est du lean, s'il n'est pas déconnant, c'est du design thinking, c'est une approche itérative, c'est une compréhension de l'émergence. Donc, normalement, nous venons d'un domaine qui nous équipe en partie très bien pour répondre à ça. Et je voyais que les autres étudiants, comme moi, ils n'avaient pas les mêmes difficultés que moi. Moi, j'avais des difficultés peut-être d'historique, de compréhension de ce qui était évoqué. Eux, ils avaient des difficultés de compréhension de comment est-ce qu'on gère l'émergence, comment est-ce qu'on gère la systémie, qu'est-ce que c'est que ce truc, un peu d'approche itérative, pas à pas d'amélioration. Et ça, c'est exactement ce que ces gens qui donnent ce MOOC donnaient comme clé très importante de mindset, d'état d'esprit pour avancer. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Il faut les marquer, les bonnes nouvelles. Moi, mon niveau d'anxiété, il est monté avec mon accélération. C'est embêtant. La deuxième très bonne nouvelle que j'ai trouvée dans les réflexions en cours sur le produit et sur justement ces approches soutenables ou design régénératif, c'est que je peux enfin atteindre le niveau 5 de Tribal Leadership, chose que je ne pouvais pas faire avant. Tribal Leadership, je vous l'explique en 2 minutes. Qui connaît Tribal Leadership? Levez la main. Un petit quart. Tribal Leadership, c'est un bouquin de Dave Logan. Il y a 2 grosses idées dans ce bouquin. Les triades pour des dynamiques, ok, très bien. Bon, lisez-le, il est sympa. Et 5 niveaux, un peu de philosophie, on va dire. Premier niveau, on pense que c'est la merde, tout est pourri, tout est nul. Ouais, enfin, vous devez en avoir autour de vous, de toute façon, c'est merdique. Okay. Deuxième niveau, c'est je suis une merde. C'est pas tout est nul, mais c'est moi. Je suis un nul. Non, mais moi, ça ne marchera pas. Okay, on en connaît tous. Troisième niveau, c'est ça marche grâce à moi. Alors là, on en connaît tous beaucoup.
Et on l'est tous beaucoup. Comme tous ces trucs où on se met dans des cases, malheureusement, on peut être dans plusieurs cases. Quatrième niveau, c'est on est les meilleurs. C'est pas moi, c'est on. Okay, nous, le groupe, nous, la boîte, nous, les boîtes de ce domaine, on est les meilleurs. Et le cinquième niveau, c'est life is great. Alors c'est we are great, I am great, we are great, life sucks, I suck, hein, les vrais termes. I'm great, we are great, life is great. Ah, on s'en fout. Ah, ça peut avoir un côté hippie baba cool, mais on s'en fout. Ah, on va tous faire on va tous faire le bien. Là, et là, je pense qu'on peut l'atteindre avec ça. Moi, je m'en fous que tel cabinet bip ou tel cabinet bip à la con fasse vachement de sustainable ou de design. Ça me va, c'est super. Il n'y a plus de concurrence. Et ça, c'est très agréable à vivre. Il n'y a plus de concurrence en interne. Enfin, à mes yeux, il n'y a plus de concurrence en interne. Il n'y a plus de concurrence en externe. Tout ce qui sera fait positivement dans ce sens est à prendre. Et ça, c'est quand même un sentiment agréable. Voilà. Ça, c'est mes deux bonnes nouvelles. Alors, j'essaie de reprendre un peu les trois premiers points, voir si je peux m'appuyer dessus ou pas. Le premier point, c'est l'agilité. Bon, j'ai un souci avec, parce que je trouve que l'agilité est quand même un outil parfait pour répondre au capitalisme. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'à partir du moment où on priorise par valeur, qu'on adapte, qu'on recommence, qu'on adapte, qu'on recommence, qu'on priorise par valeur, on est dans une sorte de frénésie. D'ailleurs, ce matin, Christophe Sampels, pour un autre sujet, il parlait un peu d'une frénésie de croissance avec un... Hein? Oui, mais l'animal qui court dans le truc, c'est quoi? Hamster, voilà. Et des fois, il y a des gens qui utilisent cette image pour l'agilité. C'est pareil, comme tiens, on va faire ça, puis on va faire ça, puis on va livrer ça, puis on va livrer ça. Et ce qui plaît vachement, il y a pas mal de choses qui plaisent dans l'agilité aux managers pour des mauvaises raisons. Ce qui plaît vachement, c'est cette sorte de frénésie liée à l'agilité. Alors, on ne jette pas bébé avec l'eau du bain, on n'est pas en train de se dire qu'il ne faut pas faire d'agilité, loin de là. Les dynamiques de groupe qui sont pensées, le côté itératif, comme je vous l'ai dit, il faut s'appuyer dessus, mais on n'est peut-être pas dans le même rythme de livraison, on n'est pas dans le même rythme de lecture des choses, surtout si on se projette sur des modèles peut-être, je ne sais pas, de disruption, comme évoqué à côté, qui se passe un peu en parallèle à côté. Il faut qu'on fasse attention à cette notion d'agilité, il faut qu'il y ait une prise de temps qui soit probablement plus longue. Moi, je conseille, moi je vais dire à des clients, OK, on fait un audit de votre portfolio projet, on les priorise parce qu'ils délivrent de bien, on enlève sur les 25, on enlève les 5 derniers parce qu'ils ne servent à rien, vous voyez, on prend l'argent, et vous mettez 2 ans à côté. 2 ans, un truc moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas proposé à un client de faire un truc sur 2 ans. Je lui dis 6 mois, c'est une date butoir. Et à 3 mois, on voit où on en est. Idéalement, à 1 mois, on voit où on en est. Si vous êtes capable de délivrer à 2 semaines, super au début, mais au début, c'est souvent pas le cas. Et là, tout d'un coup, je me dis, tiens, il va falloir que je réaborde des questions produits sur 1 an ou 2, parce que ça se fait dans un autre rythme. Donc, le sujet de cette session, c'est de vous partager mes réflexions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà une de mes réflexions. M'interroge. J'adore cette citation. Mais bon, ce sera un autre moment. Après, si je reprends le produit expérientiel, on pourrait se dire, bah alors, next step. Ces trucs-là de service, produit, service, expérience, ça ressemble vachement soit à la pyramide de Deal, soit au niveau logique de Bateson, pour ceux qui connaissent, soit à d'autres trucs. Enfin, à chaque fois, on dit contenu. Et tiens, là, on monte. Ou Maslow. Je n'ai pas pris Maslow, là, mais il pourrait y avoir un truc comme Maslow. Puis on se dit, tiens, le niveau d'après. Peut-être qu'il y a un niveau d'après qui est le sens. Et donc, peut-être qu'on va vouloir mettre du sens dans le produit. Et donc, peut-être que le fait de se dire, tiens, il faut que ça soit sustainable parce que c'est le sens, c'est le purpose, etc., etc. Jusqu'à présent, toutes les études nous refroidissent là-dessus. Ça ne marche pas. Jamais l'envie de faire le bien n'a fonctionné au niveau du produit. On a plutôt toujours été, soit ça rapporte, soit ça règle un problème. Donc j'ai commencé à me poser cette question-là, puis j'y vais à reculons. Okay, je vous le propose juste. Peut-être par contre qu'on pourrait se dire qu'on est au mode survie,
Si on ne fait pas quelque chose, on en crève. Et là, finalement, on n'est pas en train d'essayer de monter les étages de ces pyramides, ou pyramides de Maslow ou autres. On est en train de se dire, merde, il faut qu'on agisse vite, sinon même la sécurité primaire, on ne l'aura plus. Bon, d'autres réflexions. Ça, c'est peut-être un peu loin du product manager. Non, je ne pense pas. Enfin, posez-vous toutes ces questions, c'est important tous les jours. Tout à l'heure, Marty Kagan, il disait dans les Misconceptions, un codeur doit coder, presque que coder. Non, il ne doit pas que coder, hein, il l'a bien expliqué. Un product manager, il faut qu'il prenne ses pas de recul pour réfléchir à... Il faut, ouais, c'est un peu, à son métier, à sa position, etc. Alors, je propose 3 choses maintenant aux gens qui m'entourent, leur dire, tiens, voilà un peu comment est-ce qu'on va essayer de se dire les choses. La chose que je n'ai pas évoquée là, c'est la disruption avec la technologie. C'est pour ça que là, j'ai fait une phrase un peu bizarre qui est « la connaissance est la nouvelle technologie ». L'idée, c'est, en fait, sans connaissance, je ne peux pas avoir les outils pour amener ces produits qui sont soutenables, qui sont avec des modèles régénératifs. Donc, on va y venir après. Donc, il faut que j'ai de la connaissance. C'est con, hein, dit comme ça. Hein. Tiens, dans le niveau 5, toujours il y a la question, on aime ou on n'aime pas Jancovici? Non, elle est trop grande gueule, non, si. Non. On s'en fout. On s'en fout. Il va dans la bonne direction. Pas exactement comme on veut, ou pas comme vous voulez, ou pas comme... On s'en fout, c'est la bonne direction. Jancovici, je ne sais pas si vous avez suivi la formation du dernier gouvernement, il a proposé de la formation à tous les nouveaux ministres. 1 ou 2 journées, c'est pas grand-chose. Je crois que ça n'a pas été accepté. Bon. Comment prendre des décisions sans savoir? Comment est-ce qu'une boîte de pharmacie qui se fait moquer par Marty Kagan parce qu'elle est nulle en technologie et qu'elle n'a aucune chance de s'en sortir dans le monde moderne si elle n'a pas une connaissance de la technologie, et vous le comprenez tous, enfin, ça me semble assez évident, on doit se dire la même chose sur comment est-ce qu'on va s'en sortir dans les temps futurs si on n'a pas le minimum de connaissances qu'il nous faut pour savoir quoi répondre et comment envisager les choses. C'est pareil. Donc on est au même croisement, en fait. Il nous faut cette connaissance. Donc on pourrait la détailler un peu, cette connaissance. Alors moi qui suis un littéraire, ça me fait un peu mal, mais il faudrait des bases mathématiques quand même. Alors pas être capable de résoudre les équations que Taleb met sur Twitter, hein, c'est pas la question. Mais au moins, plus que les trucs remarquables de la 3e. Vous voyez où j'en suis? Okay. Mais il me le faut, ça c'est un truc que je dois bosser. Apprendre les bases scientifiques du sujet. Il y a beaucoup de choses qui se disent comme ça actuellement. Apprendre du passé. Donc, comme je commence à beaucoup discuter avec Alexis, parce qu'il y a une initiative qui est en train de se lancer chez Octo qui s'appelle La Ferme, et qui sera une sorte de petit véhicule pour tester plein de choses comme ça. Alexis, ce qu'il va me dire, c'est ben oui, c'est con, il y avait la... Ouais, pardon. C'est con, il y avait la chaîne à vélo. Tu m'arrêtes si je dis une connerie, Alexis. Il y avait la chaîne à vélo qui était une belle invention, puis on a été tellement vite dans les inventions qu'on est direct passé à la vapeur ou à je ne sais pas quoi derrière, et puis finalement la chaîne à vélo, on l'a très vite oubliée. Et peut-être qu'il y a plein de choses dans le passé que finalement on a trop vite laissé tomber et qu'on pourrait réutiliser. Intéressant. Naturellement, dès qu'on se dit soutenable, un design régénératif, on se dit c'est quand même un problème d'occidentaux. On se dit tous qu'il y a plein de gens qui vivent à un bon niveau, dans le sens bon pour la planète, à plein d'autres endroits, et qu'on pourra apprendre plein de choses de ces gens-là. Donc il y a un boulot d'ouverture d'esprit du product manager. Qu'est-ce qui se faisait avant, potentiellement? Qu'est-ce qui se fait ailleurs pour répondre à ces questions-là? Qu'est-ce qui se fait légalement? Donc il y a une loi Pacte qui est passée et qui va obliger les entreprises françaises à donner de l'argent aux entreprises à mission. Ah, bah finalement, vous avez peut-être il y a peut-être quelque chose à aller gratter là. Pour ceux qui ont assisté, il y a une deuxième conversation avec Christophe Sampels où il évoque un exemple, comment est-ce qu'on dit, polémique, mais c'est pas grave, il le dit bien, Tesla. Donc il ne l'évoque pas du tout comme un exemple à suivre, mais Tesla a été, il explique bien, Tesla a été bénéficiaire parce qu'ils ont utilisé la revente de leur carbone. De leur taxe carbone, je ne sais pas comment on dit ça exactement. Ils ont revendu le fait qu'ils n'émettaient pas de carbone aux autres fabricants automobiles, et finalement, ils ont été bénéficiaires sur leur année. Donc,
pas non plus de naïveté. Il y a toutes ces options-là, légales, qu'il faut fouiller. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Si vous creusez les documents de Christophe, il a pas mal d'exemples là-dessus où il y a des assemblages économiques. Moi, j'ai rajouté à la fin. Dans sa presse ce matin, il a fait toute une liste d'approches économiques que l'on pouvait avoir. Si on n'a pas cette connaissance-là, on ne la trouvera pas. Toute la connaissance que vous avez sur telle interface, tel outil, telle façon de faire, ça marche comme ça, les directories, ça marche comme ça, il faudrait la même chose là. Et là, sinon, on n'a juste pas les pièces de Lego, donc on ne peut même pas penser à une maison. Il faut d'abord qu'on ait les pièces de Lego. Très important, apprendre à avoir une vision systémique. Bon, ça c'est pareil, ça aussi, il a dit ça ce matin, tant mieux. Donc, vision systémique, pas d'optimisation locale, l'interaction est plus importante que les composants, etc., etc. Ce qu'on dit depuis le début, juste... Alors, parmi ces connaissances, j'ai juste fait 2 slides de plus, on n'arrête pas de dire soutenable ou business model régénératif. Je ne sais pas si c'est oiseux ou pas encore complètement, mais grosso modo, comprenez, d'un côté, on limite les impacts, de l'autre, on essaye de réparer la planète. Donc d'un côté, on limite au maximum ce que l'on émet, dégage, etc., etc. De l'autre, on essaye, en faisant un produit, qu'en plus, il répare ce qui s'est passé 50, 100 dernières années. Oui, je me suis amusé là, à faire un slide où aller prendre les 4-5 derniers articles de Jean Covici, justement, mais vous pouvez prendre un peu de tous les gens sur le sujet, je pense. En fait, il y a des tableaux comme ça partout. Donc on est obligé de se baser sur une compréhension de qu'est-ce qui se passe vraiment, pas juste... on doit emmagasiner cette connaissance, ça me semble fondamental. La deuxième chose qui me semble fondamentale... Ah oui, j'aurais dû en faire un slide. Je me heurte à pas mal de murs. On dit, tiens, on pourrait essayer ça. Ah ben non, parce que ça, c'est pas comme ça. On pourrait essayer ça. Ah ben non, parce que ça, il va manquer ça. Ok. Et j'ai l'impression qu'on se heurte à pas mal de murs parce qu'on imagine qu'on va trouver un produit soutenable là. Moi, j'en ai aucune idée. Enfin, j'ai l'impression qu'on se freine parce qu'on veut tout de suite un truc qui soit très bien. Ce que je propose, c'est... comme toujours dans l'émergence, essayez des choses, regardez vos différences, et ne vous freinez pas parce que ce n'est pas parfait. Bon, c'est une évidence, j'y reviendrai. Je suis désolé, je me rends compte que c'est une évidence. Le deuxième point, c'est s'étalonner pour savoir où on en est. Si on veut commencer justement cette conversation de petits pas, il faut qu'on s'étalonne. Il faut qu'on sache où on en est. Donc comment est-ce qu'on pourrait s'étalonner ? Une des premières options qui commence à être évoquée un peu partout, c'est cette fameuse triple comptabilité. En anglais, ils appellent ça triple bottom line. Là, il y a un cabinet de consulting, là, qui est marqué en bas, qui propose un exemple très léger, très light. Moi, ce que je vous propose là, c'est absolument pas du légal, c'est absolument pas quelque chose de précis. Or, sachez que c'est en discussion au niveau européen, et qu'un de ces 4, toutes les entreprises vont être soumises à la triple comptabilité. La triple comptabilité, c'est une consolidation qui n'est pas que financière, qui est aussi sociale et qui est aussi autour de la nature et de l'environnement. Et tout d'un coup, on peut se dire, bon, bah ouais, est-ce qu'on va être capable d'appliquer une dureté au niveau social et environnemental comme on l'applique sur le plan financier? J'imagine que ça ne va pas être immédiat, mais ça peut être une première façon de s'étalonner. Vous prenez votre division, vous prenez votre groupe, vous prenez votre équipe, vous prenez votre produit, vous prenez je ne sais pas quoi, et vous faites la liste de ce que ça rapporte, de ce que ça coûte, de ce que ça rapporte, et vous faites la liste de ce que ça coûte et de ce que ça rapporte socialement, et vous faites la liste de ce que ça coûte et de ce que ça rapporte sur le plan environnemental. Vous partez de quelque chose. Sinon, on ne peut pas partir dans le vide, c'est ça que j'ai essayé d'exprimer maladroitement tout à l'heure. On ne peut pas partir dans le vide et dire « hop, ça va réussir ». Non, émergence, étape après étape. On essaye ça. Donc s'étalonner, ça sert à ça. Ça sert à nous permettre de faire les premiers pas. Dans le MOOC que j'ai évoqué, il y a un gars qui s'appelle Daniel Wall, qui intervient pas mal, Daniel Christian Wall, qui a un blog sur Medium, que je vous recommande, qui parle des 3 horizons. C'est un peu ce pas intermédiaire que j'évoque. Premier horizon, business as usual, ligne rouge. Deuxième horizon, on commence à trouver des opportunités pour changer, pour changer ce qui est possible. Le scope of what is possible. Okay. Troisième horizon, là, c'est bon, on est dans quelque chose de régénératif, on est dans quelque chose que cette fameuse planète sur laquelle on vit, ça la répare, etc. etc. Bon, ben, ce que j'avais
proposer là, avec Dragos ou les équipes, on va voir si on va le faire ou pas, c'est on prend tous nos projets et on dit ils sont rouges, bleus ou verts. Au début, pas de surprise. Ils sont tous rouges. Ou peut-être qu'il y a 90% qui sont rouges et il y a 10% qui sont bleus. C'est pas grave, c'est le point de départ. Si on ne commence pas à s'étalonner, on ne se dit pas, tiens, maintenant j'en fais 3 de plus. Et comment je fais les 3 de plus? Parce que sinon, on ouvre la porte, on est devant un vide immense et qu'est-ce que je fais? Non, on s'étalonne d'abord. Qu'est-ce qu'on a sous le? Qu'est-ce qu'on a? Et ça nous ouvre les premiers pas que l'on pourrait faire. 20 minutes? 2 minutes avant les questions? Ah mais j'étais long en fait. Ce matin, il a parlé des limites planétaires. Donc je ne sais pas ceux qui connaissent ou pas, vous pouvez aller voir les limites planétaires, mais on se focalise tous sur le changement de climat. Il y a 7, 8 ou 9 limites. Et ça aussi, vous pourriez Il a parlé ce matin, Christophe Sampels, il parlait des entreprises qui étaient choquées parce que tout d'un coup, elles mettaient à mal 7 limites planétaires, et certaines qu'une. Ça serait intéressant. C'est un peu plus compliqué à faire, mais dans mon produit, alors si nous, entreprise de services digital, on a une myriade de clients qui font plein de choses différentes, ça peut être compliqué, mais où est-ce qu'on l'est? Troisième point, je vais vite pour les 2 minutes là. Travailler l'émergence. Donc premier point, il nous faut cette connaissance, il faut qu'on travaille, il faut que ce soit studieux, il faut qu'on lise, il faut qu'on apprenne, il faut qu'on comprenne. Il faut qu'on comprenne la systémie, ceux qui ne l'ont pas, c'est pas si simple que ça à attraper. Le deuxième, on s'étalonne, comme ça nous aide à faire des petits pas. Le troisième, c'est on travaille l'émergence. Travailler l'émergence, c'est quoi? Pour ceux qui... Bon, travailler l'émergence, ça va être maximiser les interactions, ne pas avoir peur du ridicule. Vous connaissez ça, hein, tout ça. Se donner un peu d'espace, un peu de temps, mais pas trop, pour valider derrière. Ne pas se précipiter sur la première chose qui sort. Et se balancer plein de trucs dans la tête qui n'ont rien à voir pour faire émerger des choses très différentes. Je vous donne des exemples aussi. Il y a un site très très sympa. Qui est-ce qui connaît Ask Nature? Personne. Tu connais? Ah ben oui. Ask Nature, alors je vous recommande d'aller le voir. Ask Nature, c'est tout ce que vous pouvez apprendre par biomimétisme qui pourrait nous servir. Donc biomimétisme, on regarde ce qui se passe dans la nature et on s'en sert. Très bonne idée pour faire de l'émergence, pour penser out of the box, etc. etc. Tiens, de combien est-ce que je fais mes équipes? On a toujours des chiffres qui sont intéressants. Ou comment est-ce que je fais l'accompagnement des nouvelles entreprises? Faites comme les Flamands Roses. Faites team building et vous avez l'explication de ce que font les Flamands Roses. Ils font 4 tout le long de la vie du groupe. Quand le groupe est créé à 4, il ne bouge pas. Qu'est-ce qui est intéressant là-dessus? Et qu'on se dit que si on fait du biomimétisme, on n'est pas en train de violenter la nature. Primo. Deuxièmement, ça nous rapproche de la nature. Troisièmement, c'est tellement à côté de la plaque pour nous que ça va nous amener justement cette émergence, plein d'innovations, plein de pensées différentes. Allez le voir, Ask Nature. Vous allez sur Search et en haut, vous tapez un mot. Et vous allez voir tout ce qui remonte. Alors naturellement, il y a 1000 trucs sur les termites. Depuis tout le temps, on a utilisé la termitière comme bonne explication pour fabriquer un bon produit. Je ne fabrique surtout pas un immeuble avec les plans. Jamais. Je fabrique une termitière. Je sais à peu près ce qu'il va être. Elle va être comme une termitière, mais on va toujours la fabriquer de façon assez itérative, incrémentale. Aucune termitière ne se ressemble, mais toutes les termitières sont des termitières. Donc, ça nous amène dans plein de choses très intéressantes. Qu'est-ce qu'on peut prendre dans ce biomimétisme? Non seulement ça rapproche les gens de la nature, mais en plus ça nous amène plein d'idées très différentes, très nouvelles. Allez voir Ask Nature. Allez voir n'importe quoi qui traite du sujet ou qui amène des choses différentes. Il y a un atelier que j'aime beaucoup chez des clients, quand ils me demandent de l'innovation. Je leur demande de me donner la liste des points clés qui les décrivent. Après, selon les cas de figure, je peux leur demander la liste des adjectifs qu'ils trouvent géniaux chez leurs clients. Et puis après, je génère une liste au hasard. Et c'est cuillère, verre, lentille, avion. Ou alors, je génère 2 listes au hasard et la liste de ce qu'ils veulent faire. Et je leur demande au hasard, random, si on le fait random ou pas, de prendre 3 mots horizontaux. Vous avez compris, j'ai les listes. Et hop, ils sont contraints, hop, et ils vont réfléchir, et ils reviennent avec quelque chose. Ça, la contrainte les oblige à penser différemment. Je suis passé sur ce document dans ces recherches de connaissances, et je me suis dit, tiens, là, il y a plein d'idées. Ok, allez, on va fouiller dans ces documents, et on se trouve des nouvelles idées pour amener des produits, pour les penser différemment dans cette émergence. Ok ?
et j'ai fini. Voilà, donc désolé, c'était un peu rapide là peut-être, ou long, je ne sais pas. Mais voilà la conversation que j'ai actuellement avec les PM qui sont autour de moi. Voilà ce quoi je pars, du produit expérientiel, de la disruption, de l'agilité, voilà où j'en sais rien, ce que ça sera le produit de demain. Et voilà les pistes que j'ouvre quand je commence à travailler avec eux. Est-ce qu'il y a des questions? Merci.